Pourquoi cette couleur? Pourquoi cette matière? Pourquoi cette forme? Bienvenue sur Studio Visite, le podcast d'art contemporain à destination des amateurs, collectionneurs et curieux de ce monde. C'est la première fois où je me retrouve incapable de prendre des photos. Chaque épisode, je rencontre un artiste pour décrypter et comprendre son art, sa démarche et son engagement. Un univers à parcourir ensemble pour atteindre l'essence même de leur créativité. Déjà, c'est dur pour moi de dire je suis artiste peintre. Que veut dire l'artiste? Je suis Lorraine, amatrice de curiosité et passionnée d'art. Je vous emmène avec moi visiter les studios de mes invités et découvrir ces personnalités sensibles en prise d'une mission, celle de traduire notre monde et de nous transmettre leur compréhension de celui-ci. Est-ce que comme moi vous vous posez ces questions parfois? C'est rare que je dise que mes toiles sont terminées. Studio Visite est un lieu d'expression et de partage pour vous faire découvrir l'art contemporain et vous ouvrir les portes de ce milieu passionnant, mais parfois déroutant. Allez, c'est parti pour Studio Visite. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mali Haroun, artiste et réalisatrice. Nous sommes au cœur de l'après-midi. Mali arrive fraîchement de Strasbourg et me fait l'honneur de me rendre visite. Femme de petite taille, au carré court et brun, dès son arrivée, Mali occupe la pièce par sa prestance et sa générosité. Nous échangeons un sourire, quelques politesses et me voilà charmée. C'est un honneur pour moi de recevoir Mali sur le podcast. Plusieurs fois primée, largement reconnue par ses pairs, Mali Haroun devient au fil des années une référence dans le cinéma d'art et dans l'art contemporain. Son univers varié et sans frontières est une invitation à observer le monde dont elle s'inspire sans limite. Ses films questionnent l'acquis, les notions invisibles du quotidien telles que le désir, l'espace et le déplacement. Mali s'empare de l'impalpable pour nous en révéler toute l'expression. À chaque sujet, sa forme, défiant les règles et les codes du cinéma et de l'art contemporain. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous emmène avec moi pour découvrir ma conversation avec la talentueuse réalisatrice Mali Haroun. Merci beaucoup en tout cas de venir à moi. Là c'est un peu exceptionnel. D'habitude je viens sur place, mais vu que tu es sur Strasbourg, cette fois c'est toi qui me rends visite. Ça fonctionne. Donc c'est podcast visite, voilà. Et c'est très sympa en tout cas, je suis hyper contente de te recevoir, surtout qu'après le confinement, etc. C'était compliqué de pouvoir se voir de nouveau. Oui. Déjà, pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore son travail, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots? Ok, alors je m'appelle Mali Haroun. Je fais un travail à la fois je fais des films, je réalise des films documentaires, des films de fiction et du long métrage, du court métrage, et je réalise aussi des vidéos, donc qui s'inscrivent plutôt dans le champ de l'art contemporain, on va dire. Voilà, donc je suis vraiment sur les deux, on va dire les deux mondes, et je passe de l'un à l'autre comme ça, à la fois au niveau de la construction des films, au niveau de la narration, au niveau de la forme. Donc chaque projet contient un petit peu de toutes ces différentes formes artistiques, quoi. Donc c'est comme ça que tu les qualifierais. D'ailleurs, je me suis posé la question, c'est à la fois il y a du documentaire, ça c'est quelque chose qu'on arrive à qualifier, mais après les vidéos que tu fais ou le cinéma que tu fais, tu le qualifierais comme artistique. Comment toi tu qualifies un peu ça? Vu que on associe souvent l'art par exemple à de la peinture, la structure, et le cinéma parfois beaucoup à de la fiction ou des choses comme ça. Enfin, je pense que les gens qui sont peut-être moins initiés associent plutôt le cinéma à une fiction, de la comédie, voilà. Et toi, comment tu qualifierais un petit peu le travail que tu fais de manière artistique? On va dire que mes films mes films de cinéma, donc vraiment pour la fiction, sont assez, effectivement, c'est plutôt des films d'auteur, assez artistiques, qui ont toujours une touche, on va dire, un peu plus plastique, un peu plus libre, comme ça, entre guillemets, dans la forme. Et mes vidéos d'art ont toujours une touche un peu narrative, on va dire. Donc il y a toujours une forme de fiction, de récit, de romanesque, comme ça dans mes vidéos d'art. Donc voilà, les deux se croisent. Après, c'est des dénominations qui sont quand même beaucoup définies par les milieux, en fait, par les systèmes de production, par
par les dossiers qu'on va monter pour financer les films, les diffuser ensuite derrière, etc. Après, dans le fond, artistiquement, on va dire que c'est plus dans la fabrication des films que ça se différencie. Okay. C'est vrai qu'une fiction, je peux passer 3-4 ans à écrire un scénario. Une vidéo d'art, je peux partir sur un territoire et tourner ça en une journée, et puis on va dire que le tournage est fait, quoi. Et partir sans écriture du tout au préalable. Donc ça, c'est ouais. Ok, tu auras l'occasion, je pense, de nous réexpliquer un peu comment justement tu t'y prends, les étapes qui vont de peut-être justement ce travail d'écriture au clap de fin. Oui. Je pense que ça sera l'occasion. Vu que j'ai pas la chance d'être dans l'endroit où tu travailles, est-ce que tu pourrais me le décrire un peu? Dans quelle ambiance? Est-ce que parfois on s'imagine que studio de post-prod cinéma très assez sombre ou autre, mais peut-être qu'on se fait un peu des idées. C'est quoi un peu l'endroit dans lequel tu travailles? Ça dépend. C'est moi au quotidien, ça dépend vraiment des étapes de travail dans lesquelles je me trouve. Okay. Après, moi, j'ai pas d'atelier. Okay. J'aimerais bien un jour avoir un atelier. Ça me dérangerait absolument pas, au contraire. Mais on va dire que jusqu'à maintenant, j'ai quand même une pratique vraiment cinématographique, donc écriture. Ensuite, donc en fait, j'évolue entre mon bureau, chez moi, à Strasbourg, les bureaux des producteurs qui sont soit à Paris, soit à Strasbourg, mais principalement à Paris. Ensuite, les tournages, c'est soit ça dépend vraiment de chaque territoire qui seront filmés, ou des décors, quoi. Là, le dernier film qu'on a tourné, c'était le film en réalité virtuelle, Mutatis. Donc là, on a tourné dans un jardin botanique. On va dire que mon laboratoire de travail, c'est plutôt le plateau. Enfin, c'est plutôt là où je vais tourner. Donc, que ce soit avec les Roms, que ce soit en Palestine, que ce soit dans le jardin botanique là de Strasbourg. Moi, c'est ça que je qualifierais comme mon atelier de travail. Ok, donc il est en perpétuel changement. Il est en perpétuel changement. Là, je prépare un film qui va se tourner en Chine, un autre qui... Enfin bon, là, on en parlera plus tard. Mais en gros, et après, effectivement, au moment de la post-production, ça, c'est un moment que j'aime beaucoup aussi. Okay. Parce qu'on va à la fois, donc pour l'image, travailler dans des studios d'étalonnage. Et là, moi, je sais que j'aime bien travailler dans des gros studios de cinéma, donc avec des écrans 4K magnifiques, où là, on a on va dire une qualité de projection et puis des conditions de travail qui sont parfaites et qu'on va d'ailleurs rarement réavoir ensuite pendant la diffusion du film, ou en tout cas pendant ces différentes projections. Et on se retrouve, moi ce que j'aime beaucoup dans la fabrication, que ce soit dans le cinéma ou dans la vidéo d'art, c'est en fait les différents interlocuteurs, les différents techniciens avec qui on va travailler, les différents chefs de poste. Donc on se retrouve toujours dans des univers très particuliers, très techniques, très pointus aussi. Et voilà, au niveau du son, quand on va aller enregistrer la musique, c'est pareil, c'est assez fascinant de se retrouver dans un studio d'enregistrement avec tous les différents musiciens. Et... Quand on choisit le cinéma, je trouve que le cinéma, en fait, tu touches à plein de corps de métier différents. Ça, c'est clair. Et du coup, c'est une sorte de chaîne comme ça. Et puis, en tant que réal, c'est génial parce que tu passes d'un maillon à l'autre de la chaîne. Et c'est une découverte à chaque fois extrêmement fascinante et excitante, quoi. Oui, et puis j'imagine qu'en fonction aussi des techniciens avec lesquels tu travailles, parce que sur un film ou d'un film à un autre, c'est pas forcément toujours les mêmes techniciens ou peut-être les mêmes personnes que tu rencontres, donc tu dois aussi peut-être découvrir des méthodes de travail peut-être parfois un peu différentes. Ouais, effectivement. Après, je sais que j'ai aussi les gens avec qui je travaille, les gens, on va dire, voilà, mon chef opérateur Thomas Ozou, on a fait quasiment tous mes films ensemble. Pareil au son, pareil à la musique. Alors parfois ça change évidemment parce que les gens sont pas toujours dispo. Et puis je rencontre évidemment toujours pas mal de nouvelles personnes aussi sur chaque projet. Là en VR, forcément il y a des techniciens nouveaux. C'est un monde que je connaissais pas du tout. Ouais. Et après on dit que le cinéma c'est 90% d'humain, donc effectivement il y a une part comme ça humaine qui est très forte en fait, qui est très importante. Et finalement moi je sais que j'ai aussi... Alors c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, je choisis pas vraiment entre le cinéma et l'art contemporain parce que ça dépend vraiment de ce qui se passe, des actualités, de ce qu'on me propose. Mais en tout cas, je sais que le cinéma m'a beaucoup attirée pour l'aspect humain, quoi. Voilà, je me sentais pas trop de travailler au quotidien dans mon grand atelier ou petit, enfin ça c'est
Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien dans le cinéma, quoi. Mais d'ailleurs, tu as étudié aux Beaux-Arts, si je ne me trompe pas, de Paris. Ouais. Et après, je sais que tu as étudié en Chine, à Bruxelles. Ouais. Est-ce que tu as remarqué différentes méthodes de travail? J'imagine que c'était pas forcément la même manière d'appréhender le travail artistique. Qu'est-ce que ça t'a appris qu'est-ce que tu as tiré de ces un peu 3 expériences? Alors, donc j'ai démarré par Bruxelles, la Cambre. Donc là, c'était une option d'espace urbain. Donc on était beaucoup dehors, en fait. On faisait vraiment une espèce de travail, anthropo, géo, politico. On était tout le temps dehors. Enfin, on évoluait dans la rue, quoi. Enfin, moi, c'est les thématiques du terrain vague, de l'errance, la déambulation, guide de bord, Marc Auger, la cartographie, les frontières. Tout ça, c'est quelque chose qui est venu très très vite. Grâce à ça. Grâce à ça, et déjà en prépa, j'avais fait l'atelier de Sèvres et tout, donc j'habitais à Ivry à ce moment-là, donc j'étais déjà un peu sur ces terrains-là, les usines désaffectées, machin, enfin, pas très original d'ailleurs, mais c'était vraiment un peu mon terrain de... Donc j'ai très vite travaillé dehors, c'est de là qu'est venue aussi une forme de... La caméra est très vite devenue mon outil de travail, en fait, parce que il y a eu le dessin beaucoup, et l'écriture et l'image en mouvement étaient, on va dire, les moyens les plus pratiques ou les plus faciles pour moi à employer pour garder une trace finalement de ces déambulations et de ces errances, on va dire, urbaines, quoi. Après, donc Bruxelles, c'était assez fondateur pour moi, parce qu'on avait un prof en théorie qui était très théorique et qui avait il nous a, je trouve, vachement poussé, en tout cas aidé à former une forme de pensée, en tout cas de regard et de formulation comme ça des choses et du monde. Et avec l'atelier de Bruxelles, on est allé en Palestine, on a fait des voyages comme ça qui étaient assez importants pour moi aussi. Un rapport comme ça un peu politique et presque un peu géopolitique au monde, chose que j'ai jamais vraiment assumée non plus complètement, mais en tout cas ça m'a quand même beaucoup forgé ça a forgé beaucoup mon regard, on va dire, sur le monde, quoi. Après, il y a eu très tôt, il y a eu Sans soleil de Chris Marker. Ça a été vraiment pour moi une bible, enfin vraiment, tant au niveau formel que ce que le film raconte, quoi. Et ensuite, donc j'ai passé 1 an en Chine. Alors là, voilà, moi, je suis moitié chinoise, donc là c'était une espèce de retour aux sources. Mais c'est pareil, en Chine, en fait, j'ai passé 1 mois dans l'atelier de peinture à faire du nu, habillée, donc ça m'a assez vite gavée, on va dire. La peinture à l'huile, c'était pas forcément mon truc, c'était intéressant, mais j'ai vite lâché l'affaire. J'étais pas très douée pour ça, donc je suis allée après. Après, j'ai passé tout le reste de l'année avec les vadrouillés dans les vieux quartiers détruits, rasés, les vieux routongs, et à traîner dans les quartiers en métamorphose comme ça, vraiment pareil à l'extérieur, quoi. Et après, quand je suis revenue à Paris, effectivement, j'ai passé 3 ans aux Beaux-Arts. Et là, c'est pareil, en fait, j'étais principalement avec les Roms. C'est là où j'ai fait mon film sur les Roms. Et j'étais plutôt entre Saint-Denis, Bobigny, un peu Montreuil aussi. Et quand j'étais aux Beaux-Arts, j'étais en salle de montage, en fait. Donc j'ai très peu profité de l'atelier. Il y avait Michel François qui était là quand même, mais finalement j'avais pas du tout une pratique, on va dire, d'art contemporain. Enfin bon, ça veut pas dire grand chose, mais j'étais en fait en tournage ou en montage. Donc j'étais vraiment entre la banlieue et la salle de montage, l'atelier vidéo aux Beaux-Arts, quoi. Qui est chouette, enfin qui était vachement bien. Mais c'est vrai que quand on pense aux Beaux-Arts, on pense pas tout de suite qu'on peut faire du cinéma après. Alors peut-être que c'est parce que moi j'ai jamais postulé à ces écoles. Enfin voilà, c'est pas une carrière dans laquelle j'ai envisagé, mais c'est vrai qu'on n'associe pas forcément toujours le cinéma aux Beaux-Arts. Non, c'est sûr. Mais en fait, en fait, c'est intéressant de voir que c'est totalement en fait possible et que c'est des parcours. Mais bon, on sent quand même que tu as eu besoin rapidement de quand même bouger, avoir une espèce de mouvement, d'action. Tu pouvais pas simplement. Il y avait quelque chose de 3D que tu cherchais, quoi. Oui. En tout cas, un rapport au monde. Mais après, les Beaux-Arts, moi, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, je sais quand j'y suis arrivée, j'avais déjà une pratique de l'image en mouvement qui était hyper. Quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, j'ai rencontré la première productrice avec qui j'ai commencé à travailler, et puis on a tout de suite démarré
Oui, Enfin, ça a été assez évident pour toi de Ouais, je choisir. cherchais plus du tout, on va dire, l'outil avec lequel j'avais envie de travailler, avec quelque chose déjà assez déterminé comme ça. Et après, je travaillais en fait en parallèle sur des tournages. Donc dès que j'étais en vacances ou dès que même pendant les Beaux-Arts, en fait, je bossais en tant que technicienne, en tant que régisseuse. J'ai bossé à la déco sur, je bossais sur Braco, sur des séries, sur des téléfilms, sur des fictions. J'ai bossé avec Virginie Despentes, avec Tony Gatliff. Enfin, disons que j'avais une pratique du plateau qui était quand même là depuis mes 18 ans. En fait, j'ai tout de suite commencé à bosser sur des films. Puis j'étais intermittente en fait quand j'étais aux Beaux-Arts. Donc en fait, le cinéma pour moi c'était quelque chose de. Et c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, même très jeune. C'est venu comme ça. T'as été un peu élevée dans cet amour-là du cinéma ou autre, ou pas du tout? Pas vraiment. En fait, j'ai fait un bac cinéma. Okay. J'avais un prof de philo qui était le frère d'un Dirprod, donc il m'envoyait sur un plateau dès que je suis sortie du bac. Et en fait, par contre, j'ai jamais voulu faire la Fémis ou j'ai jamais voulu faire une école de cinéma. Oui, j'ai toujours voulu faire une école d'art. Enfin, okay. Donc finalement, non, en fait, je me suis jamais dit, tiens, je vais faire de la réalisation, je vais être réal. Enfin, ça, c'est vraiment un truc. C'était évident pour moi qu'il fallait que je fasse une école d'art et pas une école de cinéma. C'est marrant. C'est marrant, moi j'aurais pu, mais je sais pas, ça ne m'attirait pas du tout en fait. Et finalement, j'ai commencé à dire que j'étais réal quand j'ai eu ma première fiche de paye, que j'étais intermittente. Là, je me dis, ok, j'ai un métier, c'est réalisateur. Et enfin. Il y a écrit ça sur la fiche de paye et puis c'est venu un peu comme ça en fait. Enfin, c'était pas. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu en tête l'idée d'être réalisatrice. Okay. Et peut-être que je l'ai pas encore tout à fait non plus en fait. Enfin, je commence à peine à me dire en fait il y a quand même des grands réals qui font des films de fiction. Oui. Je sais pas moi, Finterberg, enfin des réals comme ça, Fincher, enfin des énormes trucs qui sont quand même vachement bien. Mais je commence à peine à me dire ok, peut-être qu'un jour je ferai un vrai film de cinéma. Alors que j'écris mon premier long de fiction, que donc j'ai quand même un espèce de petit. J'ai quand même le cul entre deux chaises, vraiment. Parce que par exemple, t'as du mal à te dire je suis réalisatrice. Quelqu'un te demande en soirée. Non, je le dis ou pas? Oui, je le dis. Oui. Non, je le dis carrément. Et puis en plus, c'est. Mais je suis quand même toujours entre ces différentes formes, quoi, ces différents outils de narration, ces différents. Oui, après c'est peut-être aussi un moyen de pas se mettre de barrière et si derrière t'as envie de faire de la peinture, j'invente, mais ça. Voilà. Non, carrément. Eh bien, tu seras pas forcément. Tu te seras laissé cette porte ouverte parce que tu te définis pas comme strictement réalisatrice et que tu as aussi cette formation artistique qui fait que même si tu as beaucoup été vers le cinéma, la vidéo, etc., tu as le dessin, il y a d'autres choses. Oui, carrément. Moi, j'aimerais vachement reprendre la pratique du dessin, par exemple. En ce moment, ça me démange un peu, quoi. Après, je sais pas ce que j'en ferai, mais et après, il y a... Non, mais c'est sûr que cette espèce de pratique un peu pluridisciplinaire, elle me convient. J'ai du mal à me ranger dans une seule case. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que t'offre en fait le cinéma, le fait d'être avec plein de corps de métier. Ça te permet en fait de sauter un peu d'une case à l'autre et en fonction des étapes de création. En fait, t'es dans le métier qui correspond à l'étape. Ça permet d'avoir cette pluridisciplinarité. Et c'est ça peut-être qui te plaît et qui t'a attiré plus que peut-être. Oui, et que j'apprécie, quoi. Et après, ce que j'aime quand même aussi beaucoup dans le travail, on va dire, dans le monde de l'art contemporain, c'est le travail de l'espace aussi. J'ai très envie de travailler, on va dire, en 3 dimensions dans l'espace. Enfin, je rêverais là, petit à petit, de commencer vraiment à faire des installations, travailler avec différents écrans, enfin... Et après, je sais que, on va dire, chaque projet prendra la forme aussi qui lui convient, c'est-à-dire, je vais avoir envie de parler de quelque chose. Ça rentrera pas forcément, sous la forme d'un documentaire, ça peut être compliqué, sous la forme d'un film de fiction aussi. Je sais, par exemple, que j'ai un projet en ce moment sur, on va dire, sur la question du désir, de la sexualité, la question de l'amour, etc. Je sais que la meilleure forme pour ce projet, ce serait l'écriture, en fait, tout simplement. Une sorte de carnet, comme ça, de poèmes ou de lettres ou de... Donc, en fait, je me dis, tiens, ce projet, peut-être que ce sera simplement, de l'écriture, une édition. Et pas forcément un film. Et d'ailleurs, comment tu les choisis, tes sujets ? Je pense que j'ai un rapport très
effectivement très instinctive en fait, un rapport très instinctif au sujet dont j'ai envie de parler. Il y a quelque chose, je pense, de très... je les choisis pas vraiment en fait, c'est quelque chose qui va m'attraper un peu aux tripes et qui va être là, et qui va être un peu obsédant, et j'ai quand même du mal à me dire ok, je choisis un sujet de manière théorique et je vais m'y intéresser parce qu'en fait je le lâche assez vite en fait. Il faut que la question soit assez vive et presque tenace comme ça, et qui me travaille assez au corps pour qu'à un moment donné elle soit vraiment créatrice comme ça. Oui, j'ai quelque chose, je pense, en tout cas dans le processus artistique, de très finalement d'assez instinctif et de l'ordre du ressenti, enfin clairement quoi. Même si parfois j'aimerais aussi pouvoir travailler sur un sujet de manière très objective et de façon plus cartésienne. Mais en fait, je pense que j'ai effectivement un rapport assez profondément instinctif aux choses quoi. Et après, comment tu t'y prends? Tu t'informes beaucoup au départ, tu fais des recherches, tu te mets à écrire tout de suite, comment ça se passe? Ça dépend des sujets. Parfois, je sais que Paradisius, ça dépend de la manière dont on va le faire aussi, le film, et la manière dont on va pouvoir le produire ou le réaliser. Paradisius, par exemple, ma vidéo là en infrarouge, c'est une commande qu'on m'a passée, et puis on nous a juste donné, c'est une commande du CNAP et du GREC, donc on nous a juste donné une enveloppe en nous disant allez faire votre film, enfin allez le tourner, en tout cas le fabriquer, et on n'avait pas besoin du tout de fournir un dossier ou quoi que ce soit. Donc je suis vraiment partie en tournage sans avoir rien écrit quoi. Enfin vraiment. Ok, mais t'avais un speech quand même. J'avais un lieu qui m'intéressait, que j'avais visité un an avant. C'était un lieu touristique qui m'avait un peu, choqué, marqué en tout cas. Donc on est vraiment parti là-bas de manière ultra. Les mains dans les poches, une caméra sous le bras, une caméra, un ingé son. Un régisseur, une réal, et puis on est parti comme ça, un peu à l'arrache quoi. Avec un tout petit budget. Mais je savais dans le fond ce qui m'avait, on va dire, choqué ou traumatisé dans ce lieu, donc je savais exactement ce qui m'intéressait là-bas. Et là c'est pareil, j'ai une toute petite vidéo que j'aimerais tourner. Là je pense qu'on va faire ça cet été dans un lieu en ruine, en fait une ancienne maison dans laquelle on a vécu quand on était enfant, qui est complètement envahie par la nature. Et ça, je sais qu'on va le tourner. Je vais faire venir mon chef-op dès qu'il est dispo, et puis on va essayer de trouver un dispositif technique qui nous plaît. Et ça, je sais qu'a priori, je vais pas écrire grand-chose. Après, il y a d'autres projets que je vais écrire 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, et qu'on va essayer de financer. Donc on va faire 15 versions de dossiers. On va en parler à 50 interlocuteurs en amont. Ouais, donc en fait c'est pas forcément toujours la même méthodologie. Ce que tu veux dire, c'est que parfois tu flashes sur un endroit et ça va être l'origine du projet, et tu vas y aller un peu comme ça. Parfois ça va être un travail de longue haleine d'écriture. Ça dépend vraiment du projet quoi. C'est pas forcément toujours la même méthodologie. Non, mais quand même il y a toujours un lieu au départ. Une image comme ça va être un lieu, un territoire, ça c'est toujours le point de départ. C'est jamais vraiment... C'est d'abord le lieu avant l'être humain presque. Parfois ça peut être même assez compliqué. Donc c'est le lieu, ensuite une photo plus qu'un film, en tout cas une image plus l'idée d'une narration. Et après ça va être comment assembler comme une forme de regard un peu kaléidoscope comme ça sur un territoire. Et après, il y a la question humaine, puisqu'il y a moi, mon regard, on va dire l'endroit où je vais me placer, l'endroit depuis lequel je vais observer, et qui je vais rencontrer aussi dans ce territoire. C'est là que vient pour moi une forme de narration, en tout cas d'interaction, donc de fil conducteur, donc de construction romanesque presque. Et après, il y a l'écriture quand même. J'ai quand même toujours écrit en fait. On va dire que dès la Cambre, dès mes toutes premières années d'études en école d'art, ça a été l'image en mouvement, l'écriture. À un moment donné, de rassembler les deux, ça marchait bien. Et c'est comme ça vraiment que je suis arrivée, on va dire, à la fois au cinéma et puis à la vidéo. C'est quand même mes outils principaux. Oui. Et d'ailleurs, quand tu dis travail d'écriture, ça se présente comment? C'est un plan, c'est structuré. C'est plutôt des formes de notes un peu poétiques, comme ça, des notes un peu jetées comme ça sur. C'est un peu une forme
j'ai beaucoup lu théâtre. Enfin, j'étais assez plongée dans le théâtre à un moment donné, surtout à Bruxelles. À Bruxelles, il y a beaucoup de théâtre. Et puis je sortais avec un metteur en scène à ce moment-là, donc voilà, Ça influence. Ça influence aussi les rencontres, c'est sûr. Donc j'ai lu tout, Coltès. Oui, donc tout un peu sous cette forme-là de petites scènes en fait. Ouais, en fait c'est ça. Des scènes souvent dialoguées, en tout cas avec une adresse comme ça et on va dire une parole directe comme ça entre des êtres. Voilà, en fait, assez finalement presque plus vivante et parfois plus organique aussi parce qu'elle adresse comme ça en fait au lecteur et en tout cas quelque chose de Et ça m'a quand même pas mal influencée. Et je sais qu'à un moment donné, j'avais fait une forme de performance comme ça qui ressemblait, le texte ressemblait presque à une pièce de théâtre où je réécrivais les rencontres que je faisais. J'avais rencontré des gars dans la rue, des mecs qui traînaient comme ça, et puis j'avais noté toutes ces rencontres, toutes ces choses sous la forme d'un dialogue, et puis que j'avais remis en scène comme ça dans une forme de performance un peu théâtrale. Donc t'as un peu un carnet magique que tu gardes, c'est ça. Où tu écris pas mal de choses. Ouais. Oui, l'écriture c'était quand même quelque chose d'important pour moi, c'est ça. Et puis après, le truc c'est que quand on fait des films, on écrit en fait, on écrit énormément. Je pense que ça, quand on ne fait pas de film, on s'en rend pas forcément compte. Non, on s'en rend pas compte. Mais rien que de faire des dossiers, en fait, c'est un travail d'écriture monstre en fait, quoi. Ouais, d'expliquer tout le projet. Bah ouais, c'est toujours 30, 40, 50 pages d'écriture et le dossier doit être extrêmement bien construit puisque, tu vois, moi je vois bien, je suis lectrice au CNC, pour avoir une aide au court-métrage, faut passer un sacré filet, enfin, faut savoir très très bien écrire en fait. Ouais, je pense qu'on il faut aimer ça, je pense. Ouais. Et sinon, c'est compliqué. Oui, parce que ça demande quand même et de la qualité et quand même de la quantité pour être assez précis sur le projet, etc. Donc j'imagine. Ouais, et savoir bien à l'avance ce que tu prévois, ce que tu vas tourner, et convaincre aussi les finalement. Enfin, en tout cas, si on a envie de vivre de ça et de faire finalement que ça, et puis faut un peu jouer. Après, c'est en France que ça se passe. C'est sans doute comme ça un peu partout, mais en France, il faut savoir écrire un dossier qui déchire et puis qui voilà quoi. J'imagine. Et justement, tout à l'heure, on disait que en fait, c'est vu que tu travailles avec, il y a différentes phases de réalisation. Tu t'entoures de techniciens, de producteurs, etc. Et comment tu t'es entourée? C'est des rencontres, tu me disais quand même que tu avais souvent la même équipe. Comment tu t'entoures en règle générale pour tes films? C'est quand même beaucoup des rencontres. Je sais que tous les producteurs jusqu'à maintenant avec qui j'ai travaillé, ça a été des rencontres un peu par hasard comme ça. Enfin, c'est plus des rencontres humaines en fait à la base. C'est souvent c'est des gens avec qui on devient très proche. Un producteur, c'est quand même quelqu'un avec qui on fabrique, on a presque un enfant quoi. C'est quelque chose où on va passer par toutes les étapes de la fabrication d'un film qui peuvent être sportives et longues et après ça dépend, mais c'est vrai que moi je sais qu'on me dit parfois c'est super parce que t'étais hyper bien entourée et effectivement si j'ai pas mon chef op avec moi ça va être compliqué, si j'ai pas mon ingé son, effectivement c'est toute une équipe. Un peu comme une famille quoi. Un peu comme une famille quand même. Et après après d'un projet à l'autre on se connaît un peu mieux, on sait avec quel type de personnes, pas vraiment les personnes, mais avec les façons dont ils vont travailler. On apprend à se connaître et à savoir en fait de quelle façon on a envie d'arriver aux choses, la façon dont on va être sur le plateau, la manière dont je sais que mon chef-op, on se contredit tout le temps. On dit toujours le contraire quand on nous demande sur le plateau. Voilà, c'est ça. On va toujours vraiment dire le contraire, un contraire extrême comme ça aux autres techniciens. Et au fond, on est d'accord. Donc il y a un truc comme ça, il y a un rapport de travail qui finalement qui est pas si simple, qui est pas si évident. Non, mais parfois ce qui peut être intéressant, c'est en fait, ça m'a interpellée parce que le travail, généralement, c'est vrai que ça peut arriver pour des artistes plasticiens de travailler en atelier, mais c'est quand même plus rare. C'est vrai qu'il y a une forme quand même ils peignent souvent ou ils dessinent souvent seuls. Donc là, quand même, il y a
le travail de la réalisation, ça demande d'être entouré, ça demande. Et puis il y a un travail aussi, mais un peu plus justement de dialogue, de contradiction. Je pense qu'aussi parfois le fait de travailler avec d'autres personnes, ça permet aussi ça fait partie de l'amélioration ou de l'avancée du moins du projet. Ouais. Parce que cette contradiction-là que tu soulignes, forcément, ça modèle un peu le résultat de fin, je pense quand même. Oui. Puis il y a quand même quelque chose en cinéma, quand on a... le cinéma, ça coûte très très cher, les journées, elles sont extrêmement coûteuses, et quand on a, je sais pas moi, 10-15 plans à tourner dans la journée, et qu'on a en fait une demi-heure par plan, et qu'on est 40 sur le plateau, et que chacun doit savoir exactement ce qu'il a à faire, les décisions, elles doivent être pendues extrêmement... En fait, on n'a pas le temps de réfléchir en plus en court-métrage, on n'a jamais assez d'argent, ou du coup le plan de travail il est surchargé sur une durée beaucoup trop courte. En fait, c'est l'usine, quoi. Ouais. Je sais que sur mon dernier court-métrage, j'ai halluciné à quel point il fallait pondre des réponses pour tout le monde. Toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient de demander un truc, et c'est toi le capitaine, c'est toi qui vas dire c'est comme ça, tu choisis ça, tu as tel costume, telle couleur pour le truc, plus de lumière à cet endroit-là. Et c'est une espèce d'orchestration comme ça qui doit aller hyper vite. Et t'as pas le temps du tout faut savoir ce que tu veux tout le temps, quoi. Parce que voilà, faut rentrer les plans dans la journée. Et si t'as pas fait tel plan, ton montage il est foutu. Enfin bon, c'est un peu... C'est une espèce d'usine comme ça. C'est stressant et en même temps, c'est hyper stressant. C'est l'angoisse totale. Et en même temps j'adore ça. Enfin, oui, c'est un peu d'adrénaline aussi. C'est ça que t'aimes bien. C'est une espèce d'usine comme ça... Après, en documentaire, c'est pas du tout pareil. On va dire le rythme de fabrication, et c'est pas du tout de la même façon. Et ce que tu disais d'ailleurs, c'est qu'en fonction de la thématique, tu essayais de choisir un peu le format qui correspondait. Enfin, voilà, c'est quand même quelque chose que tu réfléchis aussi. Ouais, carrément. Et puis la fiction, on a tout le film en tête, assez. Oui. Parce qu'on va savoir avant le tournage, on aura découpé avant chaque plan, chaque axe, combien de plans, enfin comme voilà notre découpage, quoi. Par exemple, je sais pas, moi on va poser un verre sur la table, est-ce qu'on le filme comme ça, est-ce qu'on fait qu'un seul plan, est-ce qu'on fait 4 plans pour montrer telle action, et ça on le pense en amont. Et le premier assistant, il va dire ok, il y a 4 plans, il nous faut 1 heure pour les tourner, il y en a qu'un, il nous faut qu'une demi-heure. Donc il va faire son plan de travail, et puis on va savoir exactement combien de techniciens il nous faut tel jour, quelle caméra, parfois pour une scène, quoi. Parfois pour une scène, combien de projecteurs, combien de sandwichs pour la régie. Enfin, c'est hyper organisé, quoi. Ouais, je pense que c'est vrai que ce travail de fourmi là, on a des petites idées, parce que c'est vrai que parfois on entend ça fait 1 an qu'on travaille sur ce film, etc. Mais je pense qu'on se rend pas compte. Oui, de la quantité de tout petits détails. En fait, un peu comme dans un livre, en fait, chaque lettre posée, en fait, est vachement importante. Voilà, va faire sens. Et va faire sens. Et ça. Puis quand à 5h du matin, après avoir tourné 5 nuits d'affilée, t'as pas les sandwichs qui arrivent à l'heure où tout le monde a faim, ton tournage. Ouais, c'est ça, c'est ce petit et ton détail. Plan, laisse tomber, en fait. Enfin, les techniciens, ils font la gueule, ils ont faim, ils en peuvent plus, ils sont en train de mourir, et du coup, donc c'est hyper. Et moi j'aime bien ça, ce côté hyper usine, hyper organisé. C'est toujours la même chose après un plateau. Tu rentres dans une mécanique comme ça de travail qui est géniale, et on se reconnaît tous là-dedans. Enfin, je sais qu'après le tournage de la VR, là, j'avais pour le Palais de Tokyo, j'avais un projet, j'avais envie de filmer des gens qui font l'amour, enfin une scène d'amour. Alors voilà, et je voulais que ce soit un projet extrêmement qu'on sache pas du tout ce qui allait se passer sur le plateau, qu'on soit le moins de personnes possible, que limite on lance la caméra, qu'on part tous et qu'on laisse le couple faire ce qu'il veut. Enfin, je voulais que ce soit quelque chose d'extrêmement inorganisé et de complètement improvisé, quoi. Et du coup, ça a marché, ça? Ouais, ça a marché, ouais. T'étais contente un peu de l'ambiance qu'il y avait sur le tournage, ou... Oui, après là, c'était par rapport à la VR, c'était tout le contraire. Mais j'aime bien casser aussi parce que finalement, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va se passer devant la caméra, en fait. Enfin, que ce soit sur un énorme plateau où on est 50, ou sur un tout petit plateau minuscule où on est 2, c'est qu'est-ce qu'au final... Oui, c'est l'instant saisi, quoi. Voilà, c'est l'instant... c'est ce qui va se passer. Et c'est vrai que moi, j'ai plus l'habitude
de capter ou en tout cas de filmer le réel et la fiction où on fabrique tout, c'est pas toujours évident, je trouve, pour avoir quelque chose de, on va dire, de vivant. Je cherche vraiment, en fait, on va dire le vivant, quoi, finalement, l'organique, enfin quelque chose, tu vois, cette espèce de petite étincelle comme ça, on va dire quelque chose finalement, voilà, qui va me toucher moi au départ et qui peut peut-être toucher les autres ou un truc, voilà, que ce soit finalement sur les questions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, de territoire, les questions de la marge, la question des êtres qui évoluent dans ces marges. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément une thématique qui va relier chacun de mes projets. Enfin, pour moi, si, mais après voilà, tout ça c'est encore en devenir et puis c'est encore en exploration et tout. Mais après, moi, ce que je comprends, c'est qu'aussi c'est ce que parfois tu essayes de montrer, c'est pas forcément quelque chose de perceptible au premier. Ouais, au premier regard, au premier abord. Du coup, à propos de ça, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est un peu comment tu te nourris. Est-ce que tu vas beaucoup lire, tu regardes beaucoup d'autres films, Ouais, alors, donc ouais. J'aime bien lire. Je suis pas non plus, je lis pas non plus énormément. Enfin, il y a plein de choses que j'ai pas encore lues et plein de films que j'ai pas encore vus. Je suis pas non plus une grande cinéphile. Je connais finalement assez peu les titres, les acteurs, les années. J'oublie aussi beaucoup. J'ai pas une très bonne mémoire. Donc des fois j'ai vu des films et en fait je les ai oubliés complètement. Donc faut que je les revoie. Mais de quoi je me nourris principalement? De la vie. Je sais pas. Non, j'ai quand même. Je sais que. Ouais, je pense d'un rapport au monde. Après, j'ai quand même beaucoup de. Je sais que depuis toute petite, on a quand même beaucoup. Voilà, j'ai des parents qui sont. Mon père est chinois, il est né en Thaïlande. Ma mère est turque-allemande. J'ai toute une famille. Ils ont tous en fait immigré. Ils ont tous changé d'identité. Ils ont tous changé de territoire, de racines, mais vraiment de tous les côtés. Là, mon documentaire parle de tout ça en fait, de ces déracinements, ces réécritures identitaires, cette espèce de cartographie, de déambulation comme ça dans le monde permanente. Donc c'est quand même toute cette matière me nourrit beaucoup, en tout cas détermine beaucoup ma façon, je pense, d'être dans le monde. Après, il y a quand même toujours la question on va dire, ouais, effectivement, de l'enracinement et de trouver une forme d'équilibre dans le mouvement, comme une forme d'errance sédentaire comme ça. Enfin, c'est assez, ça reste assez philosophique comme réflexion, mais toujours un peu la problématique de où vivre, où s'installer, où construire et comment, voilà, toujours la question de où est-ce qu'on va s'enraciner, quoi. Et après je me nourris de tout en fait, des êtres, de ce que je vois, de ce que je sens. Effectivement, je pense que j'ai un rapport très sensitif au monde et puis du coup et après, il y a quand même aussi une dimension un petit peu, pas mystique, mais voilà, j'ai aussi beaucoup grandi dans un environnement. Enfin, mes parents, voilà, ont toujours, que ce soit le bouddhisme, que ce soit des formes de, je sais pas, le chamanisme, enfin des formes de spiritualité, toujours qui ont toujours été finalement très présentes, en tout cas dans un cadre familial, et puis ensuite autour. Voilà, j'ai fait pas mal de recherches, des petites formations comme ça dans des sphères, voilà, un peu spirituelles. En tout cas, voilà, une forme d'énergie comme ça, ou de présence invisible qui régit quand même les choses, enfin qui existe en tout cas. Et je pense que l'art est quand même relié beaucoup à cette transcendance un peu. Oui, voilà. Voilà. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est une manière de se nourrir, de juste regarder le monde et ouais, c'est et ça. d'y réfléchir. Je pense que c'est une forme
je pense qu'être artiste ou réalisateur ou quoi, c'est une excuse pour pouvoir passer son temps à rêvasser, à sentir, à écouter, à entendre, à utiliser ses sens comme outil de travail, parce qu'on sait ce qu'on fait en fait. On est tout le temps en train d'utiliser son regard, ses oreilles, son corps, enfin que ce soit dans la fabrication, que ce soit sur le plateau, que ce soit dans l'écriture, que ce soit et effectivement activer une forme de rêve en fait. Je veux dire, les rêves, moi je trouve quand même beaucoup de réponses, et je trouve que j'ai quand même énormément de solutions ou de réponses à des questions comme ça en cours qui apparaissent en rêve en fait, clairement quoi. Et je sais que le chamanisme et tout, à un moment donné, ça je m'en sers vraiment pour ouvrir ma conscience quand même, enfin on va dire au maximum, pour être comme ça réceptacle de trucs comme ça qui vont arriver. D'émotions, de pensées. Ouais, d'émotions, de pensées, de magie, c'est une forme de magie quoi. J'adore quand tout d'un coup il va y avoir une tache de lumière qui va apparaître sur l'image comme ça va se faire voir et sentir, c'est quand même ça les premiers outils de travail, donc c'est ça qui me plaît moi, que c'est ça que j'aime dans ce métier là en tout cas. Et justement, j'aime bien savoir un petit peu comment les artistes s'organisent un peu. Est-ce que t'es quelqu'un qui va travailler plutôt le matin, le soir, parce que parfois c'est des instants aussi qui permettent un peu de se mettre dans une ambiance. Ouais. Alors moi, comment je fais ? Effectivement, je me réveille le matin, je ramène mon petit à l'école, et après, comme j'ai une toute petite journée, parce qu'il va finir, surtout en ce moment, Oui. Après du coup, j'ai un rythme comme ça qui est assez calé, donc, et je finis ma journée vers... je cherche soit à 16h, soit à 17h, grand max. Donc mes journées se terminent très tôt. Donc je vais avoir cette espèce de rythme, on va dire, de 8h30, 9h à 16h, où je vais charbonner, bosser au max. Après, j'ai mes journées où j'ai pas le petit, et puis je suis en vadrouille, en rendez-vous, machin, à Paris, tout ça. Donc là, je suis beaucoup plus libre, et puis je concentre tout quand même. Disons que je concentre beaucoup les choses sur des durées. Les choses s'étalent pas vraiment quoi. Okay. Après il y a des choses qui sont un peu incompressibles, des moments de réflexion que tu peux pas vraiment contrôler non plus. Il faut du temps parfois pour avoir des réponses aux trucs, et puis ça va venir petit à petit. Après, je travaille toujours sur 3, 4, 5 projets en même temps, donc finalement je vais toujours avoir un truc un peu en cours. Ça s'arrête jamais vraiment. J'aime pas trop quand il se passe rien du tout dans ma tête. Je suis quand même toujours un peu en réflexion sur un truc. Mais ce qui est quand même pas mal aussi dans le fait de pouvoir avancer sur plusieurs projets en même temps, c'est qu'il y aura toujours un projet qui va avancer, qu'il y en a un qui bloque pendant un an. C'est pas très grave parce qu'il y a l'autre qui va... Et puis en fait, d'être entre le cinéma et l'art contemporain, tout d'un coup, hop, on va me proposer une expo. Et puis là, mon long métrage, j'ai pas eu l'aide, machin. Du coup, c'est chiant, mais je vais me focaliser sur l'expo. Donc je vais tout d'un coup penser à une autre forme de travail. Faut être un peu souple quand même. Oui, c'est un peu une gymnastique. C'est un peu jour le jour quand même. Okay. On sait pas trop ce qui va se passer tous les jours quoi. J'attends tous les jours une réponse d'un dépôt, d'un truc. Il n'y a pas vraiment de routine ni de quotidien. Non, il n'y a pas de routine. Mais par contre, tu travailles surtout la journée, tu t'organises un peu. Ouais. Il y a quand même une routine dans le sens où, en fait, je sais pas, ça fait qu'au bout d'un moment, on est quand même habitué à. C'est quand même assez flippant de se réveiller ou d'être complètement en fait livré à soi-même pour faire avancer ses projets, parce que t'as aucune contrainte, personne te dit quoi faire, c'est vraiment toi le maître de faire. Donc tu peux aussi ne rien faire comme ça. Puis en hiver, mois de novembre, où il se passe absolument rien et où t'es le seul à devoir produire un truc, parfois mais je sais quand même qu'il faut une espèce d'autonomie et de structure bien ancrée pour quand même avancer, construire, machin, écrire, déposer, relancer les gens. Et puis parfois ça marche pas quoi. Parfois on a raté tel truc, les gens se démotivent aussi. T'es quand même vraiment livré à toi-même quoi. Et en même temps moi j'ai une espèce de liberté aussi de travail. Si j'ai pas envie de bosser pendant un mois, je fais que j'ai envie vraiment, que je décide de rien faire, je peux le faire aussi. Donc. Oui, mais en même temps, moi c'est pareil, je me fais mes heures avec mes projets, donc je suis quand même toujours obligée de dire ok, là on a tourné, maintenant il faut vite que j'écrive un truc parce qu'il faut qu'on dépose, donc c'est à la fois très... Ouais, c'est un rythme quand même assez soutenu, mais avec de la souplesse quand même. Avec de la souplesse, avec une liberté de comment tu t'organises
Et après, après c'est chouette parce qu'entre les festivals, les expos, les trucs, il y a des périodes où je suis vraiment que en écriture, donc c'est un travail très solitaire comme ça, et d'autres périodes où je vais être toujours en vadrouille. Donc c'est ça, c'est un quotidien très divers, quoi. Pas très routinier, justement. Pas très routinier, mais ouais. Et on va finir par des petites questions un peu rapides que moi j'aime bien poser un peu pour finir sur une note un peu légère. Si tu devais recommander un film à voir absolument. La Belle Verte. Ok. Pardon, il est vrai. J'ai revu ce film il n'y a pas longtemps, j'ai tellement rigolé. Eh bien, très bien. La chose que tu préfères dans ton travail? Tourner. Ok. Ce que tu aimes le moins? Faire mes comptes. Ok. Je peux comprendre. C'est vraiment un gros problème. Et dernière question, si tu n'étais pas réalisatrice, qu'est-ce que tu ferais si tu faisais un autre métier? Essaye de pas trop piocher dans le cinéma parce que... Non, j'aurais bien aimé être chanteuse lyrique. Ok. Ouais. Et c'est quelque chose que tu fais, le chant un à peu, côté? mais Okay. très timidement. Enfin, ok. Je sais que dans une autre vie, je serais chanteuse lyrique, mais oui. Ok. Bah super. Et pour les auditeurs, est-ce que tu peux leur dire où est-ce qu'on peut voir tes films, où est-ce qu'on peut te suivre, Une partie de mon boulot qui est montrée dans la Biennale JCE, la Biennale de Montrouge, qui circule en fait. Mais d'ailleurs, tu avais été récompensée suite à cette biennale. En fait, j'avais eu le Grand Prix là, à Montrouge en 2018. Donc il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, voilà, effectivement, du coup, là, en fait, les prix nés, on va dire, sur 2 ans, sont rassemblés au sein d'une exposition entre 12 pays d'Europe, avec d'autres artistes, voilà, qui viennent de ces 12 pays d'Europe. Et on est une 50aine d'artistes. Et la Biennale circule comme ça pendant 2 ans dans ces 12 pays. Et ça, ça va de 2019 à 2021. Oui, donc du coup, de quoi croiser ton travail pendant pas mal de temps. Ouais, effectivement, là jusqu'à... Ouais. Et après, sinon, là, je suis beaucoup en écriture. J'écris mon long métrage de fiction, je démarre un documentaire, je vais tourner une vidéo là cet été, et puis je démarre aussi l'écriture d'un court métrage de fiction. Ok, donc pas mal de projets sur le feu, donc c'est cool. Ouais. Malgré la période qu'on a un peu traversée là de confinement, au final. Ça a quand même permis d'écrire beaucoup cette période, ce qui était bien. Enfin, pour moi, ça tombait bien. Et très puis, cool. Voilà, sinon. Donc t'es représentée par l'agence Spring et t'as un site internet. Sinon... J'ai un site internet, maliharoun.com pour voir un peu ce que tu fais, pour les gens qui veulent aller jeter un coup d'œil. Tout à fait. Bien, mes films sont pas en ligne en entier, forcément, mais après. Non, mais pour avoir une idée un peu de ton travail, je peux livrer les codes secrets pour voir les films dans leur intégralité, quoi. Super. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. C'était super cool. Merci pour ton invitation. Et puis on va suivre tout ça, vu que tu as pas mal d'actu. J'aurai l'occasion de le repartager sur les réseaux, sur l'Instagram du podcast, etc. Ça marche. Très bien. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver le travail de Mali Haroun au sein de la Biennale de Montrouge, mais aussi découvrir ses œuvres au cours d'Art Genève du 30 janvier au 1er février 2020. N'hésitez pas à jeter un œil sur son site internet, toutes ses actualités et projections sont renseignées. Je vous mets le lien en barre d'infos. Merci encore à Mali pour sa visite. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez qu'il continue, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou à commenter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Pour suivre les actualités des artistes et du podcast, rendez-vous tous les jours sur Instagram. Je partage chaque jour un peu de beauté pour égayer votre journée. À très vite sur Studio Visite.